Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Fréquence Greux. On est pas mal aujourd'hui, on est chez DxOMark, on va tout vous expliquer, savoir ce qu'est cette entreprise et elle fait des choses qui sont très intéressantes et que vous ne soupçonnez pas. Mais avant toute chose, j'ai un message très important à vous passer. Abonne-toi au podcast de mon papa, sinon gare à toi. C'est ça, sinon gare à toi, abonne-toi, sinon ça va très mal se passer. J'ai aujourd'hui deux invités en face de moi. Bonjour à vous messieurs, c'est une audience, on est très masculin aujourd'hui, comment allez-vous ? Très bien, super. Ouais, super. Je vais vous laisser vous présenter, vous le ferez bien mieux que moi. Alors, qui commence ? Qui s'y colle ? Allez, Frédéric, donc je suis le CEO, CTO de DxOMark. Ok, ça marche. Et bonjour, Étienne, moi je m'occupe de tout ce qui est business chez DxOMark. Ok, ça marche. Comme ça, on comprend un petit peu mieux qui vous êtes, ce que vous faites. Et ça, c'est très bien. Alors moi, je voudrais qu'on parle un peu de DxOMark pour commencer. Je ne sais pas qui voudra commencer par s'y coller. Qui vous êtes en termes d'entreprise et qu'est-ce que vous apportez ? Alors moi, je le sais, mais pour le commun des mortels, je pense que globalement, on ne vous connaît pas. Eh bien, DxOMark, nous sommes tout d'abord une PME française. Bien parler en face du micro. Bien. Nous sommes une PME française, ouais, désolé. C'est mieux comme ça. Située en région parisienne. Ouais. Notre métier à nous, c'est la mesure. Voilà, on vient de là. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on fait de la mesure. Donc, on conçoit des équipements de mesure, on design des protocoles de test et on en fait bénéficier tout d'abord l'industrie, qui en profite pour améliorer ses produits, puisque c'est quand même l'objectif. Et on en fait aussi profiter les lecteurs de notre site web et la presse avec qui on partage ces données afin aussi d'informer le consommateur et les gens qui s'intéressent aux nouvelles technologies. D'accord, donc on a un sens, on vient informer le consommateur, mais vous avez surtout, vous travaillez beaucoup avec le professionnel en fait. Vous intervenez en amont, même sur la conception parfois des produits. Dites-moi si je dis des bêtises. Hein. Alors ça nous arrive, oui, en effet, puisque de toute façon, pour optimiser un produit, il faut être capable de le mesurer. Donc ces données de mesure, au fur et à mesure, s'accumulent, créent des bases de données qui sont très intéressantes. Et sur cette base-là, toujours basée sur ce qu'on a mesuré, on est capable d'aider les fabricants ou leur écosystème à designer et créer les produits du futur immédiat, mais aussi même du futur un peu plus éloigné. Je comprends. Alors qu'est-ce qu'on mesure en fait chez DxOMark ? Donnez-moi des exemples, je veux comprendre. Alors, on mesure toutes les caméras déjà des téléphones, les caméras des appareils photo classiques. On mesure les qualités audio, la qualité des écrans des téléphones. Et donc, tout est basé sur la mesure, sur les outils de mesure qu'on développe nous-mêmes. Donc ce sont des labos que l'on conçoit et que l'on commercialise et on opère ces labos à la fois pour le compte des constructeurs et pour sortir des mesures qui permettent de construire nos scores des différents produits. Ok, tout se mesure. On va prendre l'exemple du smartphone. Moi, c'est un produit que je connais bien, que j'utilise énormément. Est-ce que tout se mesure ? Est-ce que tout peut être mesuré ? Ou alors il y a des choses qu'on n'arrive pas aujourd'hui à quantifier. Alors on essaye. D'accord, c'est déjà bien. Alors c'est effectivement en 20 ans ça fait 20 ans qu'on travaille sur le développement des outils de mesure. En 20 ans de développement, effectivement, on a appris à mesurer de plus en plus de choses. Mais aujourd'hui, effectivement, on n'est pas capable de tout mesurer. D'accord. Alors on essaye d'aller à la même vitesse que les constructeurs, mais parfois ils vont plus vite que nous. Ils arrivent à amener des nouvelles technologies sur le marché que l'on n'est pas encore complètement capable d'apprivoiser en termes de mesures, de bien qualifier en termes de mesures. Par exemple ? Alors, par exemple, on peut prendre le HDR. Le HDR, c'est sur de la vidéo. Ce sont des formats. La restitution du HDR sur des écrans, c'est pas encore des choses qui sont, en tout cas, c'est pas encore des choses qui, il y a 2 ou 3 ans, étaient bien qualifiables au niveau laboratoire. Aujourd'hui, on a ce qu'il faut, mais le HDR existe depuis plus de 3 ans, ouais. N'est-ce pas ? Et il y a 3 ans, on n'avait pas exactement tous les outils. Alors, on n'avait pas rien, mais on qualifiait peut-être la qualité du HDR, peut-être qu'à 70%, alors qu'aujourd'hui, on est quasiment capable de vraiment tout cerner. La qualité du HDR. Alors l'autre difficulté, c'est dans la mesure, c'est qu'il y a des aspects qui sont liés, c'est un peu les goûts et les couleurs, c'est-à-dire que tout ce qui est lié à la perception, la perception humaine interprète en fait les données, et il faut aussi arriver à apprivoiser la façon dont Monsieur Tout-le-Monde va percevoir la qualité.
Donc, il y a à la fois le fait d'avoir des outils de mesure et qui vont sortir des datas et d'arriver à corréler ces datas avec la perception qu'ont les utilisateurs de la qualité. D'accord, oui, parce qu'on va pas avoir... Nos yeux sont des récepteurs. Vous n'avez pas forcément par les mêmes récepteurs si vous utilisez, vous, une caméra, j'en sais rien, par exemple, ou, pour venir analyser certaines choses. Donc, effectivement, il faut que vous réussissiez à faire corréler ça avec notre propre fonctionnement à nous, en fait. Exactement. Donc là, c'est de la recherche. Enfin, c'est le principe de la recherche, disons en mesure de qualité de caméra, audio, etc., qui est de faire ce lien entre des mesures mathématiques, on va dire, et la perception humaine. Et donc c'est un champ de recherche sur lequel on est, il y a des normes, on participe aux normes, le truc c'est que les constructeurs, l'objet, le téléphone, pardon, ne pas taper dans le micro. Le téléphone est devenu évidemment un objet foncièrement numérique, tout va très vite, il y a énormément d'innovation, et il faut arriver à ce que les acteurs de la mesure dont nous sommes arrivent à suivre le rythme de cette innovation. Donc c'est passionnant pour nous, parce que c'est vraiment notre métier, c'est un métier où il y a des nouveautés chaque année, donc c'est un univers qui se renouvelle en permanence, ce qui est fantastique pour des ingénieurs comme nous. Oui, c'est passionnant. Et quand je vois, moi, par exemple, une note DxOMark, quelle qu'elle soit, est-ce que cette note, elle arrive sur un proto? Est-ce qu'elle arrive une fois que le produit est sorti? À quel moment est-ce que vous vous dites, tiens, c'est pertinent de venir attribuer une note sur un notamment, par exemple, on reste dans notre fameux exemple du smartphone? Alors, on a plusieurs cas de figure. C'est-à-dire qu'il arrive qu'on travaille avec des fabricants qui vont en fait nous amener des protos avant la commercialisation. On peut sortir la note avec leur accord, évidemment, parce que tout ça c'est confidentiel, et la publier avant que le device soit public. Là, ça veut dire que c'est un client, en fait. Dans ce cas-là, c'était un client, c'est-à-dire que, je peux revenir sur notre activité commerciale. C'est un client, il nous a donné ou prêté un prototype qu'on mesure, dont on arrive avec un rapport de mesure, et du rapport de mesure sort un score. Ce score-là, il peut nous demander de le publier avant la sortie du commercial du device. Ce qu'on fait quand même, c'est qu'après, quand on est dans ce cas de figure, après la sortie commerciale du device, on va acheter ce device dans les magasins. Chez tous les bons vendeurs. Voilà, chez tous les bons vendeurs. Et on refait les tests pour s'assurer que l'utilisateur final va bien avoir ce qu'on a mesuré dans les mains. Ça vous est arrivé d'avoir des correctifs là-dessus? Alors, ça nous est arrivé d'avoir des différences. Et souvent, ça a été dû à des problèmes de mise à jour de firmware. Okay. C'est compliqué, les logiciels, disons, ce qu'on appelle le firmware des téléphones. Il y a souvent des mises à jour qui sont faites au moment de la première activation du téléphone, et ça dépend des pays. Enfin, il y a toute une complexité. Et parfois, la version qu'on a testée, qui est souvent testée quelques jours avant l'annonce, par exemple par le constructeur, n'a pas eu le temps de passer tout le cercle de certification pour avoir le droit d'être commercialisée, et elle arrive quelques jours après la disponibilité commerciale. Dans ce cas-là, évidemment, alors, soit on n'est pas tombé sur la bonne version et on va attendre la bonne version, soit on attend quelques jours, enfin on peut attendre parfois même quelques semaines avant d'avoir la bonne version qu'on a testée. Mais on s'assure de ça. S'il y a des écarts, évidemment, on discute avec le constructeur. En général, c'est rare, c'est essentiellement des problèmes de firmware. Et s'il y a vraiment des écarts, c'est plutôt des bugs qui sont immédiatement corrigés. Je comprends. Alors ici, on est à Boulogne-Billancourt, c'est votre siège social, pas de bêtises. Ouais. Ok. Vous travaillez avec le monde entier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dites-moi si j'ai des erreurs, mais ce que j'ai compris, c'est que DxOMark, aujourd'hui, vous bossez avec des constructeurs du monde entier. C'est-à-dire que les gens du monde entier viennent faire appel à vos services pour mesurer, et même des fois pour les aider à la conception des produits. Exactement. Donc, alors, aujourd'hui, tous les fabricants de caméras sont équipés de nos labos. D'accord. Donc, ils ont... Tous les fabricants de caméras. Oui. Voilà, tous les gros, on va dire. Ils ont au sein de leurs équipes R&D des labos qu'on a équipés avec nos outils. Enfin, c'est nos labos qu'on a installés pour eux. Donc, c'est notre première activité commerciale. C'est votre process, ça, en fait.
Alors, on vit de ça. Hein. On vend oui, non, je veux dire, des outils de mesure, des labos, c'est ce qu'on vend. D'accord. Et c'est avec ça qu'eux vont développer les produits. C'est-à-dire qu'on va former leurs ingénieurs de contrôle qualité, par exemple des caméras, et ils vont développer les produits avec le labo qu'on leur a commercialisé. Ça d'une part. Alors, on a une autre activité qui consiste à mesurer, ils peuvent nous donner un téléphone, que ce soit le leur ou un de leurs concurrents, et ils nous demandent un rapport de mesure. Donc là, c'est nous qui opérons nos labos. D'accord. Et on fait toutes les mesures nécessaires et on arrive avec un rapport de mesure qui va dire là où ça marche bien, les faiblesses, des bugs éventuels, etc. Donc c'est vraiment un rapport de qualité avec toutes les mesures qui permettent pour eux de cerner là où sont les problèmes et là éventuellement ils doivent apporter des améliorations. Donc ces rapports de mesure, évidemment, on les commercialise et ils peuvent être achetés par le constructeur lui-même pour ses prototypes, pour savoir où il en est, comment il se situe par rapport à la concurrence qui est publique, est-ce qu'il y a des gros problèmes qu'il doit fixer ou pas, voilà. Donc il peut les acheter pour ses protos, ou il peut les acheter sur des téléphones concurrents pour savoir justement se situer lui par rapport à un téléphone concurrent qui l'intéresse particulièrement. Quel problème vous avez déjà identifié, que vous avez réussi à corriger? Ou un fabricant s'était vraiment planté, ou n'avait pas vu quelque chose, et vous avez réglé, notamment peut-être, j'imagine, sur des situations de crise, si on est sur des pré-lancements ou sur des phases de construction vraiment en amont, et qu'on se rend compte qu'il y a un truc qui ne marche pas du tout, et comment ils font? Alors, des exemples, on en a une très très longue liste. Mince. Et, c'est bien pour ça qu'ils travaillent avec nous d'ailleurs, c'est parce qu'on on a un œil, on a une méthodologie et on a une perception qui est très aiguisée. Et en cela, on les aide. Et malheureusement, je voudrais bien citer certains de nos clients plutôt célèbres qui nous disent oui, vous nous aidez à faire de meilleurs produits. C'est exactement notre mission, c'est ce qu'on fait. Et donc, je ne sais pas, est-ce qu'on a un exemple fantastique à raconter? Sans forcément citer de marque. C'est un peu délicat parce que ça a été corrigé à chaque fois. Oui, ça a été corrigé, mais un exemple. Et c'est souvent on est sous confidentialité qu'on travaille comme ça. Donc ça, c'est assez difficile. Mais sur à peu près tous les aspects, on va dire. Quel cas de figure? Sans citer de marque, sans citer de produit, sans rien. Juste pour essayer de comprendre, en fait. Des cas de figure, si vous voulez, il faut imaginer la complexité d'une caméra aujourd'hui. Une caméra de téléphone, chez certains constructeurs, c'est plus d'un millier d'ingénieurs qui y travaillent. Ce millier d'ingénieurs, ils doivent travailler comme une équipe et avec des deadlines, un temps de travail qui est très très restreint sur la finalisation, le temps de finalisation du produit. Donc, il se passe à peu près 4 mois entre le moment où ils ont le hardware qui est tout chaud, qui sort de l'usine, on va dire, et le moment où il y a la sortie commerciale. Pendant ces 4 mois, ils doivent installer tous les logiciels, ce qu'on appelle les firmware, c'est-à-dire les logiciels qui contrôlent les différents composants de la caméra, il y en a pas mal, et faire toute la chaîne de traitement d'image, ou paramétrer toute la chaîne de traitement d'image de la caméra. La chaîne de traitement d'image, c'est des dizaines de milliers de paramètres. Et il y a des tonnes de configurations selon que vous soyez à l'extérieur, à l'intérieur, avec des personnes, pas de personnes, de telle distance, etc. Tout ça, ce sont des paramètres. Pour chacune de ces situations, il va y avoir des paramètres de réglage en fait, de la chaîne image pour avoir une qualité qui aujourd'hui est plutôt pas mal avec un téléphone, mais elle vient pas nativement, cette qualité. Elle vient beaucoup grâce au traitement d'image, d'où ces dizaines de milliers de paramètres. Et pour bien les paramétrer, il faut connaître les défauts de la caméra dans les différentes configurations. Donc c'est énormément de tests. Et ce qui arrive souvent, c'est qu'ils ont oublié une configuration, où il y a le passage d'une configuration à une autre qui est mal géré, etc., qui fait que dans une situation donnée, la caméra donne quelque chose de vraiment très pourri. Mais ça, ils s'en rendent compte. Est-ce qu'ils ont besoin de vous pour s'en rendre compte de ça? Le problème, c'est d'avoir des tests massifs et qui couvrent, disons, l'intégralité des situations. Et ça, c'est un peu notre savoir-faire. Notre savoir-faire, c'est d'arriver à avoir des labos, en laboratoire, d'arriver à reproduire des situations de monsieur tout le monde, qui n'est pas du tout dans un labo, qui va être chez lui, à l'extérieur, etc. Donc on reproduit ces situations en labo, ce qui permet de reproduire plein de situations très rapidement et d'avoir, de caractériser comment se comporte la caméra dans toutes ces situations. Alors, quand je dis rapidement, il faut imaginer que le test d'une caméra chez nous, c'est de l'ordre de 18 jours. 18 jours.
hommes. C'est-à-dire c'est 18 jours hommes d'une personne qui va manipuler. Parce que nos labos sont en partie automatisés, mais il y a quand même une intervention derrière. Et ça représente à peu près 18 jours hommes. Pour vous donner l'ordre de grandeur de test, juste faire un test sur une caméra. J'ajouterais qu'on a aussi, pour reproduire les conditions réelles, on a des appartements qui sont dédiés à certains tests. Et en particulier, quand la question qui était posée, à savoir qu'est-ce qu'on a pu détecter, par exemple la mise en situation d'une enceinte sans fil dans une salle de bain, les réglages automatiques à l'environnement ont été complètement foireux pour un fabricant sur un modèle plutôt célèbre. Et voilà, c'est juste parce qu'eux l'avaient raté et nous, notre protocole de test permet d'attraper ce genre de choses et qui font vraiment partie de l'expérience utilisateur. À cause du carrelage qui pouvait avoir une réverbération ou des choses comme ça peut-être ? Ce genre de choses, oui. Ce genre de choses, sympathique. Exactement, non, c'est ça, oui. Très intéressant. Alors, il y a une question aussi que je me pose, et je vois souvent des constructeurs vont nous dire, mon smartphone, mon produit, quel qu'il soit, obtient tel résultat selon nos tests laboratoires propres. On ne parle pas de vous à ce moment-là. Est-ce qu'on peut leur faire confiance ? Parce que quelque part, vous êtes indépendant, donc vous êtes pas jugé parti. Vous êtes vraiment pour donner un résultat. Ce sont des résultats bruts, vous les interprétez et vous les donnez. Quand un constructeur dit « ça vient de mon labo, ça sort de chez moi », est-ce qu'on risque pas d'avoir un biais derrière tout ça ? Alors, en général, je pense que ce qu'ils annoncent, c'est vrai, c'est pas. Mais si je prends l'exemple d'un écran, vous prenez un écran, ils vont vous dire, voilà, le contraste, il est de 1 pour 1 million. Ouais, ok. Mais moi, si je regarde mon téléphone à l'extérieur, j'ai du mal à voir l'image au soleil. J'ai pas du tout un contraste de 1 pour 1 million. Donc, est-ce que le constructeur a menti ? Non, pas du tout. La norme de mesure de contraste, elle suppose de faire la mesure de contraste dans le noir. Oui. Alors effectivement, peut-être que si je regarde mon téléphone dans le noir, j'aurais bien ce contraste, mais c'est pas la vraie vie. Oui. Enfin, c'est peut-être pour les ados, mais oui, mais pas très longtemps. Mais c'est pas bien d'ailleurs. Mais donc voilà. Donc en fait, nous, on va faire ces mesures en situation, et on va essayer de retraduire cette mesure telle que va l'apercevoir l'utilisateur. Alors, est-ce que le constructeur a menti dans ce cas-là ? Non, puisqu'il a piqué la norme, il a donné la valeur de la norme. Est-ce que c'est pertinent pour l'utilisateur ? Je ne pense pas. En fait, je pense qu'il faut mieux donner une mesure de contraste en situation, par exemple, avec un éclairage ambiant, de 300 lux, ou à l'extérieur, etc. Ok, non, c'est juste les petits bruits qui tapent en fait. Ça, c'est les joies de l'enregistrement du podcast. Est-ce que vous pouvez me dire quel produit, là on est début 2021 quand on enregistre, pour être très précis le 3, je crois qu'on est le 3 mars 2021, quel produit a obtenu une très bonne note chez vous dernièrement, qui peut être dévoilé, qui peut être dit, quels sont les produits coup de cœur, les produits que vous aimez et qui sont intéressants sur certains critères ? C'est des choses qu'on peut dire ou qu'on peut pas dire ça ? Je sais que vous travaillez avec tout le monde, donc il y a plein de marques. Oui, alors ça c'est vrai, on travaille avec tout le monde et on ne peut pas parler de ce qui n'est pas encore publié. Ça, c'est, non mais dans ce qui est publié, dans ce qu'on peut dire aujourd'hui. Dans ce qui est publié quand même, on a déjà le ROG 5 d'Asus qui a poussé les performances audio à un certain niveau et au demeurant on s'attend à ce que enfin les constructeurs commencent à vraiment s'intéresser aux performances audio de leurs appareils parce qu'on est très très loin aujourd'hui des performances atteintes et par les écrans et par les caméras. Et sinon on a récemment la meilleure caméra qu'on ait testée, c'est celle du Mate 40 Pro Plus. Qui là est une optimisation d'une certaine combinaison hardware avec un logiciel ultra performant. Bon, c'est le dernier qu'ils ont fait sur leur chipset Kirin, avec toute leur chaîne de traitement d'image propre. On est assez excité à l'idée de voir ce qu'ils vont faire après. Parce qu'ils ont quand même trusté les premières places pendant ces dernières années. Donc on attend un peu avec impatience ce qui va suivre. Et vous ? Quelles sont les évolutions à venir chez vous ? Parce qu'aujourd'hui, vous testez effectivement l'audio, vous testez les écrans. Est-ce qu'il y a d'autres tests qui devraient arriver, des choses que vous ne faites pas, que vous allez faire ? Ou pas ? Ah oui. Bien sûr. Les regards qui se tournent, est-ce qu'on peut parler de choses ou pas ? Il y a des parties importantes dans le téléphone qu'on ne mesure pas encore. Oui. Donc on peut imaginer que ça vienne. Toujours des évolutions, des choses à faire. Voilà. Ouais. Ok. Ce qui est relié à l'expérience utilisateur et à la qualité telle qu'elle est perçue par l'utilisateur. Donc aujourd'hui, on fait les deux caméras, on fait l'audio, on fait l'écran. Bon, il y a 2-3 petites choses encore qui manquent sur un téléphone, mais pas que les téléphones. C'est-à-dire que on fait au niveau audio, on fait les smartphones, on fait aussi les enceintes sans fil. Il ne serait pas impossible qu'on attaque d'autres types de produits également. Au fur et à mesure, on construit des briques technologiques et on s'attaque à des produits électroniques grand public qui s'intéressent à tout le monde, où le numérique a une part prépondérante dans les performances.
et où il y a une absence également de standards ou de normes pertinentes. Et c'est notre positionnement, c'est-à-dire c'est d'être le standard de la qualité de ces produits-là, de la qualité telle que perçue encore une fois par l'utilisateur, et non pas que de normes industrielles qui ne disent pas tout. Voilà, si on va aller sur un domaine, si on est sûr d'arriver à définir un protocole de mesure et de fournir des outils de mesure qui font sens. À la fois d'un point de vue scientifique, mais à la fois aussi d'un point de vue perception de l'utilisateur. Donc ça c'est très important, on a toujours cette dualité, on fait les mesures, on essaye de les faire, en tout cas, telles qu'elles vont être pour représenter quelque chose qui va être perçu par l'utilisateur. Et ça, donc il y a certains, disons, domaines dans lesquels on ne peut pas aller parce qu'on ne sait pas encore bien faire. D'accord. Voilà. Bon, mais Aurélien, on a vraiment ce besoin d'être pertinent. Alors pourquoi on a besoin d'être pertinent? Parce que c'est si vous voulez, si on sort un score et que ce score est mauvais, le constructeur il va pas être content. Donc il faut qu'on lui explique pourquoi le score est mauvais, etc. Et surtout il faut qu'il ait les moyens lui-même de reproduire les problèmes qu'on a détectés. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait les outils de mesure, c'est pour ça qu'on vend les labos en fait, c'est pour qu'il ait les moyens de reproduire tout ce qu'on dit dans nos rapports de test. Inversement, s'il a une bonne note et que son concurrent il a une mauvaise note, son concurrent il va pas être content, il va dire mais pourquoi vous avez donné une bonne note à un tel, et donc on va devoir expliquer au concurrent qui a une mauvaise note que oui, voilà, parce que vous avez été mauvais là-dessus, et d'ailleurs vous pouvez le vérifier avec le labo, enfin vous pouvez, et en fait ils peuvent le vérifier, et je peux vous assurer que tous les scores, enfin tous les rapports de mesure qu'on lance sont scrutés par les équipes de R&D de ces gros groupes. Donc on n'a pas le droit à l'erreur en fait de ce point de vue. Donc on va aller dans des domaines dans lesquels on est suffisamment pertinent, suffisamment avancé en termes de mesure. Mais là, quand même, tu es venu jusqu'à nous, donc on peut quand même le dire, c'est qu'on va sortir un score sur les mesures d'autonomie et de charge des batteries des smartphones, et ça, c'est quelque chose qui est prévu pour le 12 avril. Très bientôt. Absolument. J'ai hâte. Et alors j'ai une question, est-ce qu'il vous arrivait qu'il y ait des marques auxquelles vous donniez un résultat qui ne le plaisait pas forcément et avec lequel vous ne seriez pas brouillé mais mal entendu en disant je comprends pas, par exemple j'ai une mauvaise note sur la photo alors que je pense que je travaille bien. Est-ce qu'il y a eu des fois des mésententes avec les marques? Ça arrive toujours parce qu'en fait ils veulent tous être numéro 1. Fatalement. Donc de ce point de vue on a plutôt des ennemis que des ennemis parce qu'il n'y a qu'un seul numéro 1 à chaque fois. Non, disons effectivement ils peuvent ne pas être contents, mais comme ils sont capables de reproduire les problèmes qu'on a détectés et pour lesquels ils n'ont pas forcément le score qu'ils attendent, en fait ils acceptent en fait beaucoup plus facilement entre guillemets la sanction d'avoir un mauvais score parce qu'ils le comprennent. D'accord. Alors même si peut-être facialement, dans leur communication, ils vont peut-être pas dire ça. Oui, d'accord, effectivement, DxOMark a raison, on a un petit problème là-dessus. On s'est un peu planté. Bon, ça je comprends, ils vont pas forcément le dire, mais en interne, c'est quand même quelque chose qui peuvent reproduire en fait. Toutes nos mesures, enfin nos scores, peuvent être reproduits par les équipes R&D en gros les fabricants de caméras et de téléphones. Mais en ce qui concerne les caméras aujourd'hui dans les smartphones, on est entre le très bon et l'excellent. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. J'en dirais pas autant sur l'audio. Qui est vraiment la partie à développer en fait. Oui, ça a été mis à la traîne. Alors, vraisemblablement à cause des antennes 5G, au passage au 5G, les antennes ont pris beaucoup de place. Alors maintenant, ils arrivent à mieux optimiser les choses, mais ce qui laissait moins de place pour l'audio. C'est un problème de place dans le device, en fait. Il y a un problème effectivement de volume, enfin de real estate, comme ils disent, dans le device. Et la moindre fraction de millimètre cube est scrutée dans le détail. Et quand, par exemple, à l'arrivée de la 5G, il a fallu mettre de la place pour des nouvelles antennes ou de nouveaux designs d'antennes, c'est l'audio qui est un peu trinqué pour ça. Maintenant qu'ils savent mieux faire, je pense que l'audio va revenir. Et il y a une vraie demande. Donc il n'y a pas de raison que ça ne vienne pas et que ça ne progresse pas très vite dans les prochaines années. Vous me dites sur un ROG Phone 5, l'expérience audio est très bonne. Ouais. Qu'est-ce qu'une très bonne expérience audio sur un smartphone aujourd'hui ? Alors, on mesure deux choses aujourd'hui. C'est la restitution avec les
les speakers des téléphones. Ouais. Donc je veux écouter une musique, ou je veux je veux regarder une vidéo, mais la partie audio de la vidéo. Quelle expérience que j'ai? Pardon, est-ce que j'ai une expérience stéréo, tout simplement? Oui. Et si je tourne mon téléphone, est-ce que gauche, droite sont bien remis dans le bon sens ou pas? Parce que c'est vrai que ça ne l'est pas. Chose de cela. Est-ce que l'audio, est-ce que j'ai une expérience immersive? C'est-à-dire que je me sens bien dans la scène, ou est-ce que j'ai l'impression que le téléphone, le son vient à droite du téléphone et pas du... Il y a tout un genre de questions. Est-ce qu'il y a suffisamment de basses, suffisamment d'aigus? Alors évidemment, attention, on reste sur un smartphone. Chaque téléphone, oui, mais peu importe. C'est des petits haut-parleurs, on peut pas développer un son avec un spectre. Il y a des limites. Il y a des limites physiques. Mais vous savez, dans les caméras, 20 ans de caméra, 20 ans de contournement des limites physiques, dans l'audio c'est pareil, ça va venir. Ok. On voit des petites cavités, des haut-parleurs avec des petites cavités qui commencent à faire des choses sympathiques. Ok. Donc, la limite de ça, on verra. Mais je pense qu'on n'est pas aujourd'hui à la limite. Alors, effectivement, si on prend le ROG 5, lui a des grosses cavités par rapport à d'autres. C'est ce qui lui permet d'avoir une bonne qualité de restitution, en plus il est vraiment stéréo. Mais disons, c'est vrai que ça aide d'avoir des grosses cavités, mais je pense que avec des cavités de téléphone, on pourrait avoir un son de vraiment meilleure qualité par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. L'autre chose qu'on mesure, c'est la captation audio. Donc vous imaginez, vous êtes en train de faire une vidéo, vous êtes dans un restaurant, vous faites une vidéo avec la personne en face, vous parlez entre vous, donc vous voulez vous entendre ensuite dans la vidéo, mais peut-être moins les personnes autour, les bruits de cuisine ou autres qu'il y a dans le restaurant. Donc ça suppose une séparation, disons foreground-background, c'est-à-dire que d'atténuer les bruits à côté, ce que fait parfaitement le cerveau en situation, mais ce qu'il ne fait plus lors d'une restitution, après une captation, quand il n'est plus dans le restaurant. Autre exemple, vous êtes dans la rue, vous faites un mémo, vous avez des bruits de voiture et tout, peut-être que vous allez vouloir qu'elle soit atténuée et que vous vous entendez bien. Donc voilà, donc selon la situation, on va, on attend du téléphone une captation un peu différenciée dans laquelle on veut entendre l'intégralité, qu'une partie, atténuer telle ou telle partie, etc. Vous me dites, on va lancer un protocole de test pour les batteries. Comment est-ce qu'on crée un protocole de test et combien de temps ça prend à faire ? Alors, typiquement, ça dépend du type de Vous êtes quand même les rois pour sortir des protocoles, vous en avez plein de protocoles. Voilà, exactement. Mais disons, ça prend plus d'1 an. Enfin, typiquement, c'est quelque chose qu'on incube pendant un certain temps avant de sortir ça. Après, ce qu'on va essayer de faire, c'est à la fois d'avoir les mesures classiques des normes, etc., et surtout d'avoir des mises en situation. Donc, on va faire des mises en situation dans des labos. Ok, parce que ça permet de faire plein de thèses dans plein de situations facilement. Et on va aussi avoir des protocoles, disons, de tests en mobilité. Alors c'est typiquement, à la fois on va tester le téléphone dans le labo et on va avoir une personne qui a un parcours autour de la société, qui va prendre un bus, voilà, enfin... et qui va aussi mesurer l'autonomie en mobilité. Alors là, on ne contrôle plus rien dans ce cas. Mais ça va nous permettre de voir est-ce que ce qu'on a mesuré au labo correspond à ce que la personne a vu à peu près dans la vraie vie, sachant que dans la vraie vie, peut-être que ça se comporte différemment, s'il fait beau, pas beau, enfin s'il y a une saturation de la 4G ou pas localement, enfin des trucs comme ça. Voilà. Tout ça, donc c'est énormément de tests. Oui, j'imagine. De corrélation, etc. et tout, de vérifier et de pertinence, et ça prend du temps. Donc c'est quand même en amont, on développe à la fois des mesures de labo, à la fois des tests en situation, et on corrèle ça.
dans le but d'être vraiment sûr que nos tests labo reflètent bien la vraie vie. Ça vous arrivait d'avoir des biais, d'avoir des erreurs dans vos tests? Alors, au-delà de vous dire, j'arrive à matcher le test labo et le test en extérieur en situation réelle, mais au final, une fois que vous avez fait tous ces tests, vous avez appliqué, eh bien, il y a un truc qui ne va pas. Ça arrive, et ça arrive régulièrement. Alors, c'est pas tout le temps, hein, mais ça nous arrive régulièrement, et ça peut arriver sur une nouvelle technologie, et là, les tests labo sont pas complètement adaptés, et par rapport à ce qu'on voit. Ou ce qu'on observe, ou enfin peu importe. Et là, dans ce cas, c'est là. Alors nous, ça nous intéresse énormément parce que on se dit, tiens, notre mesure labo, elle est pas parfaite. C'est le moment de l'améliorer sur tel aspect. Donc donc ça va faire des upgrades de nos futurs labos. Donc ça, c'est super. Mais quand ça arrive, ça veut dire qu'on a des experts là qui vont regarder à la fois les mesures objectives et les mesures perceptuelles, on va dire ça comme ça, et regarder qui a raison, d'où vient l'erreur, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et si et souvent, quand ça arrive, c'est évidemment la perception qui a raison, c'est le labo a tort parce qu'il n'a pas pris en compte tel ou tel truc, et dans ce cas, c'est le perceptuel qui gagne. C'est dans notre score, si vraiment il y a une différence à la fin, ça va être le perceptuel qui va gagner. Parce qu'on va être pertinent vis-à-vis de ce que va avoir le grand public. Le score en lui-même est la phase finale en fait, de la construction de score. C'est-à-dire que concevoir des mesures, les réaliser, concevoir les équipements de mesure, ça va. Mais le score, c'est pas quelque chose qui est fait la dernière semaine. En fait, c'est presque ce qui prend le plus de temps, parce qu'il faut tester beaucoup d'appareils, il faut les confronter entre eux, il faut les comparer. Et on a une phase quand même de vérification, c'est-à-dire d'information auprès des fabricants. On leur explique ce qu'on fait. On leur donne pas les formules de score, mais on leur explique ce qu'on fait, et plusieurs mois à l'avance d'ailleurs. Et au fur et à mesure, ils sont quand même intégrés un peu dans la réflexion, parce qu'eux vont aussi nous dire au cas où on se trompe. Mais la construction du score elle-même, elle anticipe. Enfin, normalement, on a testé plein de cas de figure pour éviter d'être complètement obsolète ou très vite. C'est très important, et c'est pour ça aussi que ça prend du temps. Super. Ça arrive pas tout le temps. Mais on sait que ça peut arriver, et quand ça arrive, en fait, pour nous, c'est super, parce que d'un un point de vue, c'est le moment de faire progresser nos labos. Ouais, c'est ça. Ça vous arrive souvent? Non? Vraiment? Ce genre de choses? Ça doit être rare. Non, c'est sur l'ensemble des mesures qu'on fait, c'est peut-être quelques fois par an, mais les quelques, c'est pas... Oui. Ça se compte sur les doigts d'une main, c'est pas non plus... Et c'est des moments importants. Est-ce que vous verriez quelque chose à rajouter? Suspense. Là, il y a brûle pour point. Non, parce que en fait, vous avez une activité qui est assez complexe pour le grand public. On ne comprend pas forcément. On comprend tous les enjeux du côté industriel. On comprend les enjeux pour la presse, où effectivement vous apportez une information quantitative et qualitative. Mais c'est vrai que pour le grand public, aujourd'hui, DxOMark, on ne comprend pas. Des fois, on voit passer selon DxOMark, ok, mais on ne comprend pas forcément. Alors, pour essayer d'évangéliser, de comprendre ce que vous faites, est-ce qu'il y a une information que vous verriez, vous, à apporter qui vous paraîtrait pertinente par rapport notamment à ce podcast aujourd'hui? Justement, on aime bien ce genre de podcast parce que c'est aussi là pour expliquer qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Et on ne remplace pas, en fait, les personnes, la presse, les blogueurs, etc., qui vont donner un avis sur les produits. Nous, on amène de la data, c'est de la mesure. Ouais. Après, effectivement, on résume ces mesures en un score, mais c'est un score uniquement de qualité. Est-ce que le son est OK? Est-ce que l'image est OK? Mais c'est pas, par exemple, l'utilisabilité de l'objet, du téléphone, c'est pas quelque chose sur lequel on va se positionner. Et c'est là où je pense que vous, typiquement, vous avez un avis qui est pertinent et qui est différent de ce qu'on peut apporter, qui est juste purement de la data, en fait. OK. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Et moi, j'ai un petit message à passer. Hein. C'est bon, tu t'es abonné? Oui, il faut s'abonner. Merci à vous. C'était Fréquence Greux. Très heureux d'avoir été chez vous aujourd'hui, chez DxOMark, pour parler technologie, comprendre comment est-ce qu'on arrive à quantifier tout ça, comment est-ce qu'on arrive à mesurer effectivement dans les labos. Je donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast, Fréquence Greux. On parlera de plein de choses. Bien évidemment, on va parler de tech. On va parler aussi de produits, de nouveautés, parce qu'il y a plein de nouveautés qui arrivent. Et ça, c'est vraiment génial. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse fort. À bientôt. Merci à vous. Et puis des gros bisous. Ciao, ciao.